Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième émission consacrée à la santé mentale. Nous allons parler ce mois-ci des recherches scientifiques qui font progresser la psychiatrie, la prise en charge et surtout les traitements pour soigner les malades. C'est aujourd'hui l'un des enjeux majeurs de la discipline qui manque parfois de moyens, on en a pas mal parlé le mois dernier, et qui manque aussi de molécules, de médicaments pour certaines prises en charge, ou alors qui nécessite d'adapter les traitements existants en fonction du profil ou de la particularité de chaque patient. La psychiatrie est donc entrée dans le XXIe siècle en bénéficiant des progrès de la biologie, de la génétique notamment, on en parlera beaucoup, mais aussi de disciplines très techniques, alors comme la pharmacocinétique ou des approches dites épigénétiques. On parlera de biomarqueurs, d'organoïdes, pas mal de termes un petit peu barbares en apparence, mais qu'il nous faut absolument expliquer pour comprendre ces nouveaux enjeux et surtout pour mieux soigner les patients demain. C'est donc un vaste sujet avec des approches qui mêlent les prédispositions génétiques, ce qui serait plutôt du domaine de l'inné, mais aussi l'environnement, ce que nous pouvons acquérir au fil de l'existence et peut-être même avant même de naître. Et ça, on en parlera pas mal. Tout ce qui est prénatal, c'est assez étonnant, vous verrez. Et nous avons décidé de nous associer à une grande revue de vulgarisation scientifique pour parler de ces sujets. C'est la revue Pour la Science qui a publié le 24 septembre dernier un grand dossier avec la plupart de nos invités et qui reviennent sur ces thématiques. Cette émission, comme les autres, sont coordonnées par le docteur Boris Chaumette qui est avec nous. Bonjour Boris. Bonjour. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Cité, psychiatre, chercheur à l'INSERM et à l'Institut Pasteur. À vos côtés pour discuter de ces grands enjeux. D'abord Anne-Paul Roqueplot, vous êtes professeur des universités, praticien hospitalier à l'hôpital européen Georges Pompidou et vous êtes généticienne, spécialiste des prédispositions génétiques au cancer et particulièrement au cancer rare. Je précise aussi que vous êtes la vice-présidente recherche ici de l'Université Paris-Cité. De ce fait, vous pourrez aussi nous parler de tout ce que l'université, à la fois en termes de laboratoire de recherche, mais aussi évidemment d'enseignement pour nos étudiants, met en place pour développer ces recherches en psychiatrie. Xavier Declève, vous êtes professeur des universités et praticien hospitalier à l'hôpital Cochin en pharmacologie. Vous êtes aussi directeur d'un laboratoire INSERM spécialisé dans la variabilité de réponse aux médicaments. Votre expertise unique combine pratique clinique hospitalière et recherche de pointe pour optimiser les traitements psychiatriques. Enfin, Valérie Lallement-Mesguer, vous êtes directrice de recherche au CNRS. Vous avez notamment dirigé l'unité d'épigénétique et destin cellulaire sous la tutelle de l'Université Paris-Cité et du CNRS. Vous vous consacrez à des recherches fondamentales sur lesquelles nous reviendrons. Et puis cette émission, c'est important, est diffusée aujourd'hui pour la première fois pour la Journée mondiale de la santé mentale. Pour commencer, je vous propose, et comme dans chaque émission, Boris, de commencer avec vous pour avoir un peu un aperçu global de la thématique du jour. Je rappelle que vous êtes à la fois psychiatre, donc praticien et chercheur. Et la première chose qu'il faut rappeler par rapport à ces sujets qu'on va aborder, qui peuvent paraître un peu techniques, c'est que la psychiatrie est en quelque sorte sortie de l'image d'Épinal, un peu poussiéreuse, qu'on se fait de la psy, quand on pense psychologie, psychiatrie, psychanalyse, on voit le divan, on parle et on est censé tout résoudre. Non, la psychiatrie moderne, c'est aussi de la médecine aujourd'hui de pointe, avec des connaissances très rigoureuses et notamment des recherches de molécules importantes. C'est extrêmement important de comprendre que la psychiatrie est rentrée dans une nouvelle ère, elle est en pleine mutation. Et elle s'appuie sur les recherches en pharmaco, en imagerie, en biologie très fondamentale, pour plusieurs choses. D'abord, trouver des biomarqueurs, c'est-à-dire qu'on puisse aujourd'hui avoir des validateurs externes, ce que nous n'avons pas en psychiatrie. On reste pour l'instant basé sur des catégories, avec le discours du patient, avec les présupposés du clinicien. Et puis, aller aussi plus loin dans le démembrement de ces catégories diagnostiques. Pour l'instant, on est très imparfait dans notre classification des maladies, on le sait, et c'est ce qui donne des retards dans la prise en charge, mais aussi des retards dans le traitement. Parce que finalement, c'est ça qui compte à la fin, c'est comment on peut améliorer les soins pour les personnes qui souffrent de ces troubles-là, qui sont des troubles très fréquents. C'est parmi les maladies les plus fréquentes dans l'espèce humaine. Schizophrénie, 1% des cas, troubles bipolaires, 2 à 3% de la population, autisme, troubles du neurodéveloppement, aussi un gros part de personnes qui souffrent ça. On dit qu'à peu près 1 personne sur 6 va souffrir un trouble du neurodéveloppement. Dépression, on dit 15-20% des gens vont souffrir. Chez les jeunes notamment, on en parlait le mois dernier. Exactement, vous avez raison, il y a une explosion aujourd'hui des cas, notamment chez les jeunes et chez les femmes. Et donc toutes ces avancées-là, elles vont nous permettre de mieux caractériser les gens et de mieux les prendre en charge. Et c'est ça qui compte à la fin, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Alors il y a évidemment plusieurs approches. Ces approches, on va en parler tout le long de cette émission, en particulier la partie biologique un peu dure, notamment dans la partie biologique ou la génétique, par exemple, ou les prédispositions. Donc en fait, il y a des personnes qui sont plus ou moins
prédisposés finalement à développer des maladies? On va dire plutôt vulnérabilité, parce que ce n'est pas parce qu'on est porteur de quelque chose qu'on va forcément déclencher un trouble psychiatrique, mais effectivement la génétique fait beaucoup. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder des études de jumeaux. C'est très intéressant les jumeaux parce que vous pouvez avoir des vrais jumeaux, ils partagent 100% de l'ADN en commun. Et si par exemple l'un souffre d'une schizophrénie, l'autre a 50% de risque de déclencher une schizophrénie. Mais pas 100%, c'est pas automatique. C'est pas 100%. Pourtant, ils ont 100% de l'ADN en commun. Donc vous voyez déjà que l'environnement va jouer un rôle certain. Mais la génétique va jouer aussi. Sinon, s'il n'y avait pas du tout de génétique, on serait dans les statistiques que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la schizophrénie, c'est 1% de la population, donc il y aurait 1% de risque partagé. Si on regarde des faux jumeaux, les faux jumeaux, cette fois, ils ont 50% de l'ADN en commun, c'est autant qu'un frère et une sœur, mais ils partagent le même environnement. Et on voit que ce risque, il est à peu près autour de 10% dans la schizophrénie. Donc c'est-à-dire que la génétique fait, l'environnement fait aussi, et probablement ce qui commence à être découvert, c'est cette interaction entre génétique et environnement, et ce qu'on appelle l'épigénétique. Qui est un petit peu on va dire le liant ou ce qui peut faire la passerelle entre l'un et l'autre, et on va en parler tout à l'heure en particulier. C'est absolument passionnant. Alors, pour parler de ces aspects peut-être un peu plus biologiques, justement, alors notamment la génétique, les prédispositions, je me tourne vers vous, Anne-Paule Replot, puisque vous parlez, puisque je rappelle que vous êtes spécialiste, généticienne, spécialiste du cancer, vous dites que cette révolution biologique dont on vient de parler à l'instant avec Boris, c'est un peu la même que celle qui s'est produite il y a déjà une quinzaine d'années avec le cancer. Aujourd'hui, on prend à peu près le même train. Finalement, la biologie devient aussi importante dans les maladies mentales que dans le cancer. En fait, la cancérologie, dans les 25 dernières années, a fait des progrès absolument considérables, grâce probablement aux 3 plans cancer qui étaient donc des plans soutenus par l'État, avec en particulier la création de centres intégrés de recherche, des CIRIC, des cliniciens et des chercheurs, et ce qui a amené beaucoup d'avancées et beaucoup de découvertes. Aujourd'hui, en fait, on peut tout à fait séquencer la tumeur du patient et adapter le traitement à la mutation génétique que l'on va trouver sur sa tumeur. C'est ce qu'on appelle la médecine de précision. Chaque patient est unique, chaque tumeur est unique. Absolument. Et c'est en connaissant précisément les deux qu'on peut avoir un traitement unique. Tout à fait. Et donc c'est vrai que là, aujourd'hui, en 2025, les outils sont prêts, en particulier donc, les outils de la recherche, donc la génétique, la génomique, mais également les modèles expérimentaux et puis l'imagerie fonctionnelle cérébrale, qui sont là maintenant pour que les chercheurs puissent travailler. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui et cette année, c'est l'année nationale de la santé mentale et on peut espérer que le gouvernement pourra aussi soutenir la recherche sur les pathologies mentales parce que, à mon sens, tout est prêt pour qu'on fasse des découvertes similaires. Pour y aller, oui Boris. Année grande cause santé mentale, c'est la première fois que la psychiatrie et la santé mentale est mise à l'honneur dans le pays et on voit que on espère en tout cas que ce soit un effet catalyseur. C'est ce qu'on a vu dans le cancer, 3 plans cancer, plusieurs milliards investis. On en est loin en psychiatrie, mais on est au début, je pense, de quelque chose. Alors, pour revenir justement aux bonnes raisons pour lesquelles il faudrait se plonger dans ces nouveaux plans-là, c'est qu'on a vraiment des déterminants, des bonnes raisons de penser qu'on peut faire des découvertes, en particulier, par exemple, dans la schizophrénie, 15% des patients, et notamment, je crois, plus d'un tiers des formes dites précoces, présentent les mêmes, on va dire, morceaux manquants sur les chromosomes. Ça veut dire qu'on a déjà identifié des bonnes cibles. Donc effectivement, il y a des familles, comme l'a suggéré tout à l'heure Boris, des familles de patients qui développent la pathologie. Et en regardant ces familles de patients, on a mis en évidence des anomalies chromosomiques dans ce cadre-là, qui permet effectivement de faire le diagnostic, de savoir si on a ou pas cette anomalie chromosomique. Néanmoins, comme l'a dit très bien Boris aussi, ce n'est pas parce qu'on a l'anomalie génétique qu'on va développer de façon certaine la pathologie et l'environnement est extrêmement important. Donc d'une part, par exemple, les addictions, l'exposition à l'alcool ou d'autres types d'exposition peut enclencher le fait qu'on va développer ou pas ou accélérer ou aggraver. Exactement. On parle bien ici de maladies qui peuvent avoir des composantes génétiques, des susceptibilités, comme on dit. On n'est pas dans, par exemple, la mucoviscidose. Ce qui nous permet d'emblée de parler de l'autre partie du problème, c'est l'environnement. C'est-à-dire qu'on a bien compris que même s'il y a des prédispositions, des susceptibilités, c'est tout ce qui va nous entourer avant même la naissance, et on y reviendra avec vous Valérie, mais tout ce qui va nous entourer dans notre vie qui peut, vous le disiez, parler de l'alcool éventuellement, susciter, accélérer, aggraver, déclencher. Donc l'environnement aujourd'hui, c'est un vaste sujet en psychiatrie. Oui, effectivement, quand on parle de génétique et d'environnement, ce n'est pas la même représentation pour toute personne, évidemment. Donc il y a des formes très génétiques. Celles-là, aujourd'hui, on arrive quand même un peu plus à les repérer.
On parlait tout à l'heure de la science qui sort du laboratoire. Mais ça, aujourd'hui, on a les outils en France, c'est unique dans le monde d'ailleurs, d'avoir ce qu'on appelle le plan France Médecine Génomique, où on séquence des patients pour chercher ces formes génétiques rares. Il y a des patients pour qui il n'y a pas d'anomalie génétique directement identifiée, ça veut dire qu'il n'y en a pas, c'est-à-dire qu'on ne les trouve pas, qu'on n'arrive pas bien à les caractériser, mais où on a l'impression que l'environnement a un poids plus important. Et dans les facteurs environnementaux, il y a les toxiques, le cannabis en numéro 1. Les stupéfiants, les drogues. Les stupéfiants, c'est évidemment, mais le cannabis joue un rôle particulier parce qu'il vient déréguler un certain nombre de fonctionnements, de connexions neuronales. On rappelle que le cerveau est en maturation jusqu'à 25 ans et c'est probablement parce qu'il est en maturation qu'on va perturber le bon câblage, si j'ose dire, cérébral. Exactement. Et plus on consomme tôt des drogues, plus on va altérer ce neurodéveloppement. Ça, c'est extrêmement important. Et puis plus on a des prédispositions génétiques, familiales, a des tendances à être un peu vulnérable sur les troubles psychiatriques, plus on rajoute un deuxième effet avec le cannabis ou une autre drogue, plus on a un risque qui va augmenter. Donc cannabis en numéro 1, le stress psychosocial, mais ça c'est un peu difficile de s'en prémunir malheureusement aujourd'hui dans notre société, donc on essaye de faire... C'est la vie qu'on mène, c'est là où... Alors on peut apprendre un peu quand même par certaines psychothérapies à gérer son stress, ça c'est important, et puis surtout à consulter rapidement si on voit qu'on a des difficultés qui s'installent avec le stress. Mais on se rend compte, et ça c'est quand même un peu un message important, qu'il y a l'environnement aussi très très précoce, avant la naissance ou juste au moment de la naissance ou dans les quelques premières années de vie, qui sont aussi déterminantes pour le chemin que va prendre le cerveau, dans cette trajectoire que va prendre le cerveau au cours du développement. Il y a aussi la période périnatale, prénatale, périnatale. C'est un moment, alors c'est quelque chose de peu connu, mais c'est aussi un sujet. Extrêmement important, Valérie Mesguer travaille sur ces questions-là, des facteurs avant la naissance, au moment de la naissance et dans les premières années de vie. Alors Valérie Lallemand-Mesguer, vous êtes donc, je le rappelle, directrice de recherche au CNRS et vous mettez justement l'accent sur cette période très particulière, prénatale. Donc on n'est pas né, on est dans le ventre maternel, mais déjà nous subissons l'influence de l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout un ensemble possible d'agressions qui peut être subi avant la naissance. Par le fœtus. Alors ça peut être des expositions à des polluants, à des toxiques comme l'alcool auquel vous faisiez allusion. Ça peut être des infections virales ou bactériennes qui bien sûr provoquent une inflammation chez la mère et qui va se propager au cerveau du fœtus. Ça peut être aussi, par exemple, le stress psychosocial enduré par la mère qui va en fait modifier beaucoup de choses aussi, en particulier... Quand on dit stress psychosocial, soyons concrets, c'est des problèmes importants dans la vie, ça peut être une séparation, des problèmes au travail, un chômage, ça peut être une rupture, c'est ça, c'est des problèmes Oui, ça lourds. peut être de la violence dans le milieu familial, ça Ouais. peut être des conditions socio-économiques compliquées. Défavorables, c'est ça, la précarité. La par précarité. exemple. On sait d'ailleurs que les précaires et les femmes, c'est deux facteurs aggravants pour développer des maladies ou des problèmes mentaux, donc c'est quand même des difficultés particulières. Donc la femme enceinte, la maman, la future maman, est particulièrement fragile, entre guillemets. Oui, en tout cas, oui. Alors, ça nous permet d'évoquer peut-être un point auquel on a fait vaguement allusion au début de cette émission, c'est ce terme épigénétique. Parce que là, on va justement aller peut-être dans la jonction entre la biologie, le fait de regarder ces gènes de susceptibilité, le fait d'avoir des prédispositions, notamment héritées de ses parents, donc héritage familial, et l'influence que l'environnement peut avoir sur le développement des maladies. Ça veut dire qu'à un moment donné, pour que l'environnement vienne modifier ou stimuler le développement d'une maladie en agissant sur des gènes de prédisposition, ça veut dire qu'il y a quand même un petit mécanisme biologique qui va transporter, si j'ose dire, l'information du stress ou de la condition environnementale pour venir agir sur le gène. Et sur le gène, épi en grec, c'est épigénétique, c'est exactement ça, c'est on va modifier l'expression des gènes en agissant sur la molécule d'ADN ? Alors, effectivement, en fait, il y a dans la cellule des mécanismes qui peuvent sentir ces signaux environnementaux et qui vont non pas toucher à la molécule de l'ADN, donc la séquence reste identique, tel qu'il est écrit, mais qui va modifier l'accès à l'information génétique. Il faut savoir que la molécule d'ADN ne flotte pas libre dans un noyau, mais elle s'enroule autour de protéines.
et que dans certains endroits du génome, on va avoir en fait une grosse compaction, un enroulement très serré qui va rendre inaccessible cette information génétique. Il faut imaginer un nœud, on fait un nœud. Des petites bobines. Et on ne peut plus accéder vraiment à ce qu'il y a dans le nœud ou dans la bobine, c'est trop coincé en fait. Les machineries cellulaires qui sont là pour lire l'information génétique ne peuvent plus y avoir accès. Et d'autres parties du génome qui sont libres, qui sont déroulées et dont l'information génétique peut être lue par ces machines et la transformer en des protéines. Et parfois trop bien lue, c'est-à-dire oui, trop tout à lue, fait. il y a une surexpression finalement. Voilà, en fait, il faut que des portions, au cours du développement du cerveau en particulier, on va avoir des fenêtres de temps extrêmement précises dans lesquelles on va devoir ouvrir ou fermer certaines portions de l'information génétique. Et c'est soumis en fait à un code de décoration chimique qui va permettre l'ouverture ou la fermeture de ce qu'on appelle la chromatine, cet ensemble ADN-protéines. Et effectivement, le stress va perturber les signaux physiologiques qui doivent arriver à des fenêtres de temps, comme je le disais, extrêmement précises et à des doses très précises. Et on va avoir, par exemple, effectivement, des gènes qui sont suractivés de façon néfaste, parce qu'en fait, leur paysage, on va dire, épigénétique, la chromatine va être déroulée, l'ADN va être déroulé, l'accès à l'information génétique va être rendu possible et n'est pas souhaitable à ce moment-là. Et d'autres portions du génome, au contraire, qui vont être rendues malencontreusement inaccessibles. Donc ça, c'est déjà la génétique, on a à peu près 30 000 gènes, il faut déjà les connaître, les caractériser, c'est un très grand travail, on n'a pas tout identifié, tout connu précisément. On sait qu'un gène peut en plus coder pour plusieurs protéines qui ont chacune un rôle un peu distinct, donc c'est déjà un vaste chantier. Mais là, vous êtes en train de nous parler de l'épigénome, ça veut dire qu'il y a des milliers et des milliers d'informations à collecter alors. Oui, en fait, la portion du génome qui va coder des protéines, c'est 2%. Et le reste, ce n'est pas de la poubelle, comme on l'appelait avant, mais en fait, c'est un rôle extrêmement important également, et en particulier dans le développement du cerveau. Alors, pour revenir à notre sujet, parce que c'est assez étonnant, de prénatal, de ce qui se passe dans le ventre maternel, parmi les grandes causes de stress prénatal et qui peuvent avoir une influence sur le neurodéveloppement, le développement cérébral, mental du futur bébé, il y a notamment l'alcool. Consommation d'alcool pendant la grossesse, il y a un risque associé tout à fait important de développer ce qu'on appelle les troubles de l'alcoolisation fœtale. Et dans leur spectre large, de la forme la moins sévère à la plus sévère, on a quand même 1% de la population des naissances. C'est quand même énorme quand on y pense et ça pourrait être totalement évité. Et donc, en fait, cela induit des perturbations à tous les stades de la gestation, à tous les stades du développement embryonnaire. De la grossesse, en fait. De la grossesse, absolument, avec des caractéristiques un peu différentes selon les fenêtres de temps, mais qui sont, effectivement, il y a une vulnérabilité réelle à l'alcool. Ça fait quand même des décennies qu'on nous dit qu'il ne faut pas boire pendant la grossesse. Donc, si on boit, c'est qu'on a des vrais problèmes. Problèmes peut-être à combler, des difficultés sociales. Est-ce que c'est un peu un cercle vicieux, finalement? C'est ça la question. Évidemment, quand on est souvent pas seulement soumis à un seul type de stress, et il y a tout un contexte souvent, et vous faisiez allusion au fait d'avoir des stress répétés de nature différente, c'est exact. Après, il faut savoir que ce n'est pas évident d'avoir toujours l'information sur cette période. De ne pas prendre On n'accède pas forcément à cette pas forcément. prévention-là. Les logos sont minuscules et parfois des médecins généralistes n'osent pas poser la question aux femmes de la consommation et les mettre en garde. Un vaste sujet sur la prise en charge des femmes qui est peut-être encore un grand sujet chez les praticiens aujourd'hui, notamment pour reconnaître certains symptômes différenciés de l'homme. Mais on voit bien qu'ici, la femme est particulièrement sujette à ces difficultés, notamment la femme enceinte. Alors, on pourra revenir éventuellement sur d'autres facteurs qui peuvent provoquer ces difficultés ou ces risques de développement de cérébral pour les futurs bébés à naître plus tard. Mais on voit ici déjà, Boris, on a fait un premier panorama rapide avant d'aller s'intéresser à comment essayer de résoudre ces problèmes. Là, déjà, on voit qu'on a des enjeux biologiques, environnementaux, la jonction entre les deux avec cette fameuse incroyable épigénétique qui vient perturber l'expression de nos gènes. Donc, il y a des enjeux très importants pour la recherche et c'est aujourd'hui, j'allais dire, ce que les chercheurs veulent, c'est essayer de dépasser, d'atteindre des objectifs nouveaux. On est vraiment au début de quelque chose. Ça, c'est vraiment le message important. On commence à avoir des meilleures connaissances en génétique, en épigénétique. On suit le même chemin que le cancer. Vraiment, clairement, on s'inspire de ces modèles-là.
On sait qu'aujourd'hui, on ne va pas prendre en charge quelqu'un qui débute un trouble psychiatrique comme quelqu'un qui a déjà 20 ans de traitement, qui a expérimenté beaucoup de choses, etc. Donc, cette notion de progression au cours de la vie, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau, par exemple. On est vraiment au tout début d'essayer de comprendre tous ces mécanismes-là. Alors, on a quand même quelques résultats scientifiques qu'on peut transférer. L'épigénétique, c'est encore balbutiant. Il y a quand même quelques petites choses qu'on commence à comprendre. C'est nouveau, ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Et surtout, on ne comprend pas très bien pourquoi certains sont sensibles à certains effets d'environnement. Ouais. Alors, le message, il est évidemment un message de prévention face à ça. Il y a quand même des choses qu'on n'arrivera pas à éviter. C'est-à-dire, si vous avez un problème au moment de l'accouchement, que vous manquez d'oxygène, que c'est difficile à éviter. On aimerait bien éviter qu'un enfant qui vient de naître ait un problème au moment de l'accouchement, mais c'est quand même très difficile d'accéder à ce levier-là. Le levier de la génétique. Privation d'oxygène, par exemple, ça peut avoir des conséquences importantes sur le développement. Complètement. Tout ce qui va venir attaquer le cerveau dans cet âge très précoce, mais même un peu plus tard, hein, même sur l'adolescence, il y a encore des mécanismes parfois. Donc vraiment, faire de la prévention, on doit se focaliser sur des choses évitables. L'alcool pendant la grossesse, le cannabis à l'adolescence, c'est des choses évitables. On n'est même pas en train de parler de thérapie génique, comme on peut avoir dans d'autres branches de la médecine. On n'en est pas là en psychiatrie. Ah, c'est super pointu. C'est modifier des gènes pour fabriquer des molécules qui vont finalement réparer nos gènes malades. Il y a des exemples, y compris dans notre université, à Paris-Cité, des gens qui font des essais de thérapie génique. Donc on vise un gène dont on sait qu'il a un rôle absolument déclencheur dans telle ou telle maladie, par exemple l'autisme ou la drépanocytose, par exemple. Alors là, on est drépanocytose, autisme, vous avez des essais dans certaines formes très rares de... Drépanocytose, on a des effets... Il y a des effets de douleur, avec parfois des... Ça, d'accord. Mais en psy, on a aussi... En psy, vous avez sur l'autisme. Oui. Il y a des essais sur certaines maladies rares qui donnent de l'autisme, ce n'est pas sur l'autisme en général. Vous avez par exemple sur le syndrome d'Angelman, vous avez des essais thérapeutiques de thérapie génique. Avec un gène qui est particulièrement concerné. Un gène qui est concerné, c'est des formes très rares, ça concerne peu de personnes. Donc vous avez des exemples comme ça. Mais ce n'est pas le gros de la réponse aujourd'hui qu'on attend en psychiatrie. Ce qu'on attend en psychiatrie aujourd'hui, c'est beaucoup plus de comprendre ces mécanismes génétiques et environnement, comment ils dialoguent par l'épigénétique, et ensuite de pouvoir faire de la prévention. Et ça, c'est le mot important, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle pas assez de prévention, alors qu'il y a des choses évitables, notamment les toxiques. Alors, il y a la prévention, mais il y a aussi, une fois que c'est arrivé, les traitements, la prise en charge. Et là aussi, on a un gros problème. On a un problème parce que, on va en parler avec vous dans un instant, Xavier, de Clèves, on a des problèmes d'accès aux molécules et d'efficacité. Il y a beaucoup d'échecs thérapeutiques. Alors, juste avant de vous donner la parole, je vous propose qu'on fasse un petit éclairage, un petit sujet, un exemple frappant. Vous avez peut-être entendu parler du lithium, soit dans votre environnement personnel parce que quelqu'un en prend, mais peut-être aussi parce qu'on en parle plus grâce à un journaliste, Nicolas Demorand, qui est victime d'une maladie, la bipolarité, qui a découvert le lithium un peu sur le tard. D'ailleurs, il est errance diagnostique, c'est un sujet. Mais ce fameux lithium n'est pas forcément la panacée. C'est un traitement qui peut aider énormément les malades bipolaires. Pourtant, il ne fonctionne pas chez tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi ? Comment ? Eh bien, on va regarder avec un sujet de Fabien Loire et Samia Seri, qui donne notamment la parole à Franck Bellivier, professeur de psychiatrie, mais aussi délégué ministériel à la santé mentale. Un mystère entoure le lithium. Le lithium, un médicament régulateur de l'humeur, miraculeux chez certains patients éteignant toute manifestation de la pathologie, et chez d'autres, il ne produit aucun effet, rendant impossible lors de la prescription au patient comment il répondra ou non à la pathologie. Pourquoi certains répondent et d'autres ne répondent pas. Et on a engagé tout un travail visant à identifier des biomarqueurs prédictifs de la réponse au lithium. Le taux d'hémoglobine ou de glycémie, voilà des exemples de biomarqueurs. Ils servent de caractéristiques biologiques mesurables et mettent en évidence la présence d'une maladie, une modification physiologique ou une réponse à un traitement. On a mis au point plusieurs types d'études. La plus fameuse, c'est celle qui a fait l'objet d'un programme européen de recherche avec un large consortium européen qui a contribué et qui vise à regarder l'évolution d'un certain nombre de paramètres biologiques dans le sang avant et après l'instauration du lithium et de suivre ensuite les patients pendant 2 ans pour caractériser la réponse. Et puis une fois qu'on a terminé le suivi de ces patients, eh bien on revient à nos biomarqueurs prélevés avant et après l'instauration du lithium, et on regarde lesquels prédisent. Et grâce à un précédent programme de recherche, les scientifiques ont pu analyser le lithium dans le cerveau à partir de la technique de l'IRM. On a pu démontrer 2 choses. La première, c'est que le lithium se distribue de manière hétérogène dans le cerveau, ce qui est tout à fait inattendu. Le lithium, c'est un métal, et on avait toutes les raisons de penser qu'il diffusait passivement dans le cerveau, et on ne voyait pas de raison pour lesquelles certaines régions cérébrales
concentreraient plus le lithium que d'autres. Le deuxième constat, c'est que les patterns de distribution ne sont pas les mêmes d'un patient traité à un autre. Précisons que le pattern de distribution est un classement, une mise en forme des activités nerveuses. Et donc ce constat-là fonde la deuxième hypothèse de ce programme de recherche qui est de tester dans quelle mesure les patterns de distribution cérébrale de lithium sont associés à la tolérance et à l'efficacité. Une phase de recherche prometteuse qui permet de passer à l'étape des tests. L'objectif est de diagnostiquer quel sous-groupe de patients est susceptible de bénéficier d'un traitement par une molécule donnée et quel sous-groupe ne l'est pas. Je fais une prise de sang et du coup je prédis avec une certaine confiance qui va répondre au lithium, qui ne va pas répondre au lithium. Le deuxième volet, mais cette fois en imagerie cérébrale, visera à guider les cliniciens au bout de 3 mois de traitement pour dire ça vaut le coup de continuer ou ça vaut pas le coup de continuer. Alors, cet exemple assez étonnant du lithium avec des pistes pour essayer de mieux comprendre comment utiliser et mieux distribuer le lithium. Et ça nous fait une transition directe avec vous, Xavier Declèves. Je rappelle que vous êtes donc professeur des universités et praticien hospitalier à l'hôpital Cochin en pharmacologie et que vous êtes directeur d'un laboratoire INSERM dans lequel travaille justement Franck Bellivier qu'on vient de voir à l'instant et qu'on retrouvera dans un moment. Alors, c'est un laboratoire spécialisé dans la variabilité de la réponse aux médicaments, on est en plein là-dedans. On a ce gros problème d'échec thérapeutique très important avec les quelques molécules disponibles en psychiatrie. Pourquoi ? Effectivement, donc c'est un domaine où les échecs sont souvent très importants. À titre d'exemple, dans les troubles bipolaires, on a simplement un tiers des patients qui vont répondre correctement dans la prévention des crises maniaques. Et donc, c'est vraiment un taux qui est faible. Et donc, on a 2 tiers des patients qui ne vont soit pas du tout répondre au traitement, soit répondre seulement partiellement. On parle justement du lithium. Alors, en ce qui concerne le lithium, et de manière générale, les pathologies psychiatriques et les médicaments qui sont utilisés dans ces pathologies, on observe très souvent une variabilité de réponse qui est assez importante. Ça veut dire qu'on a tous un cerveau différent ? Alors, on a tous un cerveau différent, mais avant de parler du cerveau, je pense qu'il faut d'abord regarder quelles sont les concentrations que l'on a dans le sang. Et ces concentrations, elles vont être conditionnées déjà par les doses qui vont être prescrites à ces patients. Et là, on observe déjà des variabilités très importantes dans les concentrations que l'on peut avoir dans le sang d'un malade. Et en plus, pour la même dose ingérée, la même dose, on n'aura pas la même concentration. Ça veut dire qu'il y a une partie plus ou moins importante qui va être évacuée finalement. Alors qui va être plus ou moins bien absorbée par l'organisme et plus ou moins bien éliminée par l'organisme. Ce qui fait que les concentrations qui sont dans le sang et qui sont susceptibles d'avoir un effet vont être variables. Et donc la première chose que l'on peut faire, c'est s'intéresser à ces concentrations sanguines de médicaments. Et c'est ce que l'on fait en pratique courante, quotidienne dans ce domaine, parce que ce sont des médicaments, alors on ne le fait pas pour tous les médicaments bien sûr qui sont prescrits, on le fait pour certains médicaments, et en particulier ceux qui ont ce qu'on appelle une marge thérapeutique étroite. Donc les médicaments à marge thérapeutique étroite, ce sont des médicaments où les concentrations efficaces vont être malheureusement très proches des concentrations qui peuvent donner des effets secondaires. Souvent, cette zone de concentration efficace est très étroite. Cela veut dire aussi qu'on peut avoir des concentrations qui sont en dessous et donc inefficaces. Et donc, on a un patient qui ne va pas répondre au traitement. Et puis, on peut avoir des concentrations qui sont au-dessus de cette zone et qui vont donner des effets secondaires. Et ça, c'est la première étage de la fusée, en fait, de la variabilité de réponse. Donc, on tâtonne quand on est praticien, on tâtonne. Alors, c'est un domaine thérapeutique où on tâtonne particulièrement, en plus. Donc on a besoin de ce que l'on appelle ce suivi thérapeutique pharmacologique qui consiste à doser le prélèvement, le patient dans certaines conditions. Et nous, notre rôle, ça va être de conseiller le médecin prescripteur, le psychiatre, pour adapter les traitements de manière à ce que les concentrations soient déjà dans cette zone thérapeutique. Ça veut dire que les psychiatres s'adressent à vous pour avoir des conseils de posologie? C'est ça, on appelle ça des prestations de conseil pour adapter le traitement. Donc n'importe quel médecin peut s'adresser à vous, tout à fait, à votre laboratoire INSERM, pour vous demander un coup. Alors là, c'est le laboratoire hospitalier, oui. parce que là, c'est vraiment dans le cadre du soin et c'est classique et c'est pour
pas mal de domaines thérapeutiques où on a besoin de ce suivi thérapeutique, mais en particulier en psychiatrie où c'est recommandé. Alors ça fait réagir. Oui, Boris d'abord et ensuite... Oui, parce qu'en fait, la psychiatrie, elle marche par essai-erreur, par tâtonnement. Comme on n'a pas de biomarqueur, qu'on ne sait pas si le patient va répondre ou pas, on essaye. On essaye, on rate, dommage pour le patient, on lui propose un deuxième traitement. Deuxième essai, on rate, voilà, et on continue et continue. D'un point de vue médical, on a l'impression qu'on avance petit à petit. Et c'est comme ça qu'on peut dialoguer avec les pharmaciens en disant j'ai essayé telle molécule, ça je sais que ça ne marche pas, j'en essaye une autre, etc. Donc nous, on a l'impression de progresser. Mais le patient, lui, de son point de vue, c'est du temps perdu, des effets secondaires inutiles. Ce que raconte très bien Nicolas Demorand dans son livre, au-delà de l'errance diagnostique, puisqu'on ne lui a pas vraiment diagnostiqué une bipolarité dès le départ, loin de là, il y avait quand même ce moment très long de solitude où on sent que le traitement ne répond pas, et finalement, et si ça ne marchait pas, donc c'est encore plus déprimant. Donc ça doit être une petite course contre la montre, même dans la relation patient-praticien, j'imagine. Et ça, évidemment, ça tend les relations, inévitablement, parce qu'on dit le praticien ne sait pas où il va. Et effectivement, même si on a le bon diagnostic, on tâtonne jusqu'à trouver une molécule. Alors du coup, moi, j'ai une question pour vous deux, parce qu'en fait, les patients qui prennent ce type de traitement ont des effets secondaires. Et donc, ma question... On peut évoquer les effets secondaires, d'ailleurs, d'un mot. Qu'est-ce que c'est comme type d'effets secondaires? Alors, ils sont très, très variés en fonction des types de médicaments. Mais ça peut être hématologique, cardiovasculaire, dans le sang, au niveau neurologique cardiaque. Aussi. D'accord. Puis après, il y a des effets secondaires qui sont ressentis par les patients, qui grossissent, qui ne se sentent pas bien, etc. Prise de poids, Donc, ok. du coup, ma question, c'est est-ce que les psychiatres envoient des prélèvements pour savoir si finalement le patient est surdosé et s'il peut baisser la dose? Et quelle est la relation patient-médecin quand le patient dit j'ai des effets secondaires, c'est insupportable? Quelle est la réponse du psychiatre qui dit mais finalement ce traitement vous améliore? Alors, c'est là où toute la beauté de la discipline rend les choses un peu complexes. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une spécialité où les gens n'ont pas forcément bien conscience de leurs troubles et veulent aussi des fois éviter d'avoir des médicaments parce qu'ils ont l'impression qu'on soigne quelque chose qui n'est pas là, qu'on leur impose une étiquette diagnostique sans avoir les symptômes. Et ça rend les choses compliquées parce que imaginez que vous êtes persuadé que votre patient a une schizophrénie, le patient ne l'accepte pas, vous lui donnez un traitement qui en plus donne des effets secondaires, et le patient il vous retourne en disant mais voilà, il y a plein d'effets secondaires. Donc ce jeu-là, il est extrêmement délétère quelque part. Et je pense qu'on gagne énormément aujourd'hui en psychiatrie d'abord à donner les diagnostics aux patients, ce qui n'était pas fait avant. C'est quand même, c'est une révolution. Ah bon, on ne disait pas aux patients, vous êtes bipolaire, vous êtes schizophrène. On cachait les diagnostics pendant très longtemps. Pourquoi? C'était honteux On avait l'impression que les patients n'allaient pas comprendre ça, que c'était de toute façon des maladies taboues et que de toute façon il fallait mieux cacher les diagnostics. Donc on n'éduquait pas les patients. Aujourd'hui on fait de l'éducation thérapeutique pour les patients. On leur disait quoi alors? On leur disait prenez ce médicament-là, ça va aller bien, gardez-le toute votre vie. Ayez confiance, ayez confiance, c'est ça. Cette vision-là de la médecine un peu paternaliste, elle est balayée dans toutes les spécialités. La psychiatrie aussi, aujourd'hui, a fait cette mutation-là avec, là, c'est pas de la domaine de la pharmaco, c'est vraiment du domaine de la psychoéducation, des sciences humaines et sociales. On explique la maladie aux patients, on explique... On le responsabilise, on l'associe. Complètement. Et on est dans un dialogue. Mais on voit bien que c'est difficile avec des gens qui peuvent avoir des troubles cognitifs, etc. Donc c'est toute la beauté de la spécialité, d'avoir cette vision-là, aujourd'hui, de la médecine qui évolue à grande vitesse sur ces psychoéducation et en même temps de faire inévitablement des allers-retours avec le patient parce qu'il y a ces difficultés. Alors ça nous permet quand même de parler de la médecine dite de précision parce que là, nous, on rentre de plein pied avec vos dosages et vos services que vous rendez aux médecins. Pour aller regarder sur chaque patient l'effet, le dosage, ça veut dire qu'on rentre dans une logique de médecine personnalisée. C'est ce que vous essayez de développer? Tout à fait. C'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir des tests en fait qui vont pouvoir soit adapter les traitements en vie réelle, soit des biomarqueurs qui vont être prédictifs aussi de la réponse. Qu'est-ce que c'est un biomarqueur? Alors c'est quelque chose qui va permettre de savoir, ça dépend, dans notre domaine c'est un biomarqueur de réponse aux médicaments, donc on va de réponse, que ce soit la réponse pharmacologique attendue, donc avoir un effet thérapeutique chez le patient ou un effet indésirable. Donc ça peut être ça. Donc on va faire une prise de sang, on va chercher une petite molécule dont on sait qu'elle témoigne de quelque chose. Ça va bien, ça ne va pas. Ça peut être ça, ça peut être aussi d'autres choses que l'on peut faire en biologie autres que doser le médicament. Et ça peut être par exemple aller rechercher des marques épigénétiques, et ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, puisque on s'est aperçu récemment, par exemple, que dans certaines études, et en particulier nous avons mené une étude sur le lithium avec le docteur Cynthia Marie-Claire qui est dans notre unité, et qui montre très bien que la prédiction de la réponse au lithium, elle dépend de certaines marques épigénétiques. Donc ces fameux moments où la molécule d'ADN est plus ou moins compactée ou au contraire libérée, et qui va
modifier l'expression naturelle de nos gènes tels qu'ils sont programmés. C'est-à-dire que là, on peut déjà avoir la possibilité de lire une sorte de carte épigénétique qui va nous dire, tiens, là, la molécule d'ADN, elle est beaucoup trop nouée, c'est pas normal, ça doit être la preuve, un marqueur du problème qu'on... Alors après, c'est un marqueur prédictif avec plus ou moins de statistiquement de probabilité d'être un bon biomarqueur, mais voilà, ça peut expliquer des échecs, en fait, précocement au lithium, et c'est ce qu'explique le professeur Bellivier dans la vidéo qu'on vient de voir, où on va chercher très précocement en fait, des biomarqueurs de réponse au lithium, avant d'aller plus loin avec de l'imagerie et d'autres méthodes. En fait, l'imagerie, c'est spectaculaire. Vous faites passer des IRM aux patients, vous regardez en temps réel dans le cerveau la distribution du médicament, donc le lithium, et là vous avez alors une surprise incroyable. Il n'y a pas deux cerveaux pareils quasiment. Il n'y a pas deux cerveaux pareils. Alors effectivement, on les met dans des machines, dans des IRM en fait, et on utilise une propriété particulière du lithium qui permet de visualiser en fait, la concentration en lithium dans le cerveau. En fait, ça repose exactement comme sur l'IRM du proton pour faire des imageries anatomiques. Sauf que c'est le lithium qu'on utilise qui a une propriété spectrale particulière et qui permet de visualiser en fait, le signal dans un champ magnétique, dans des IRM à haut champ. Effectivement, c'est compliqué. Mais on a compris que ça marchait très bien. Pour ça. Et donc, ce qu'on observe, c'est que chez des patients qui prennent du lithium au long cours et qui sont stables d'un point de vue de l'humeur, on a remarqué que leur concentration de lithium dans le cerveau est très variable en fonction des zones cérébrales. Et entre les sujets, il y a aussi une variabilité des quantités de lithium qu'on peut avoir dans le cerveau. Et ça, on ne l'explique pas vraiment, on ne sait pas pourquoi finalement. Alors, on ne sait pas pourquoi, il y a certainement des raisons génétiques, des raisons épigénétiques, de ce qui conditionne en fait la répartition du lithium dans le cerveau, et qui peut être variable entre les sujets, bien sûr. Et par exemple, ce qui est aussi intéressant, alors c'est des variabilités quand même assez importantes, on peut avoir un facteur 2 par exemple de concentration de lithium entre deux sujets. Et ce qui nous a aussi intéressé, c'est que les concentrations les plus élevées qu'on a trouvées de lithium, c'est dans l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est une partie du cerveau qui est très importante, notamment dans la régulation des émotions. Et donc on peut penser que c'est en lien vraiment avec l'effet en fait, pharmacologique du lithium. Donc vous êtes en train, là encore, de faire de la médecine de précision en regardant dans des cerveaux indépendants, patient par patient, ce qui se passe, ça va vous aider aussi à prédire le succès ou pas de la molécule. L'idée, en fait, c'est que le patient perde le moins de chances possible. Donc, de prédire le plus rapidement possible quelles sont ses chances de répondre à un traitement au lithium, peut-être d'ajuster très rapidement les doses aussi dont il va avoir besoin pour répondre, et ensuite d'avoir des examens divers et variés, biologiques, d'un point de vue vraiment très général, ou d'imagerie, qui vont compléter en fait les résultats biologiques sur une prise de sang et qui vont permettre vraiment de confirmer ou non que le patient va répondre. Et donc il y a intérêt à continuer le traitement parce qu'il va finir par répondre. Et donc c'est ça en fait l'objectif. Est-ce qu'on peut imaginer que des laboratoires comme le vôtre soient aussi développés que ce qu'on voit avec le plan cancer, avec des plateformes de séquençage réparties dans toute la France, une vingtaine je crois. Est-ce qu'on peut imaginer avoir des plateformes de suivi, de médecine personnalisée pour la psychiatrie ? Possiblement, mais néanmoins, il y a encore beaucoup de travail à faire pour pouvoir démontrer qu'on a besoin de ces plateformes. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous n'en êtes pas encore arrivé là. Mais il faut donner les moyens pour effectivement pouvoir tester des hypothèses. Et puis, donc là, on parle du lithium, mais il y a d'autres traitements qui vont arriver ou qui sont déjà là et qu'on peut utiliser. Et effectivement, pouvoir faire du pilotage en fonction des dosages biologiques, je pense que ça améliorera sûrement la relation médecin-patient. Dans ces pathologies-là, puisqu'en fait, il faut vraiment, comme l'a dit tout à l'heure Boris, qu'il y ait une vraie confiance, puisque c'est un suivi toute la vie, et donc ça nécessite vraiment d'avoir confiance. Et donc, si effectivement, d'emblée, on va trouver très facilement et très rapidement le bon traitement, la relation sera bonne. Donc une ambition qui pourrait être nationale. Ce qu'espèrent vous, les professionnels, la plupart des personnes impliquées, notamment dans cette année consacrée vraiment à la santé mentale. Et je vous propose de revenir justement avec le professeur Franck Bellivier, que nous avons déjà entendu tout à l'heure, puisqu'il est aussi délégué ministériel à la santé mentale au sein du ministère de la Santé. Et lui aussi, il aimerait beaucoup qu'on puisse pousser ce genre d'initiative au niveau national. On l'écoute. La santé mentale des jeunes est un trouble existant bien avant la crise de la Covid-19.
Mais la pandémie a amplifié cette dégradation. Violence intrafamiliale croissante, surconsommation d'écran et explosion du stress et de l'anxiété. Il y a des sous-groupes qui sont plus concernés par cette dégradation de la santé mentale, que sont les jeunes, les femmes et les personnes précaires. Dès 2017, Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, avait lancé un plan de réforme pour contrer cette urgence, en mettant l'accent sur la prévention, l'accès aux soins et l'inclusion sociale. Par exemple, on a en France une politique de prévention du suicide avec le 3114, avec le dispositif Vigilance. Le nombre des maisons des adolescents se sont considérablement développés année après année. Et donc, on a maintenant l'ensemble des départements qui sont couverts par au moins une maison des adolescents. On note également le renforcement de psychologues dans les centres médico-psychologiques infanto-juvéniles et une mise en place d'une politique de repérage précoce au sein de l'éducation nationale. Enfin, la formation de secouristes en santé mentale, en milieu étudiant ou d'autres milieux. Ce qui, moi, me paraît plus important, c'est la mobilisation sociétale pour que les mesures qui se déploient, ce ne soit pas le fait d'un jour, 2025, grande cause nationale, mais que 2025 soit au contraire une année de programmation pour un engagement pluriannuel. Alors, une loi pluriannuelle, donc ça va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, cette idée que maintenant qu'on a de plus en plus de connaissances et qu'on sent bien là, notamment grâce aux travaux que Xavier Declève vous menez avec Franck Bellivier dans votre laboratoire, on voit bien qu'on pourrait offrir à un maximum de patients des possibilités diagnostiques beaucoup plus affinées, de nouveaux traitements sont en préparation. J'ai justement un de vos sujets d'intérêt, Anne-Paul Roqueplo. Je rappelle que vous êtes vice-présidente recherche ici à l'université Paris-Cité. Et justement, vous gérez les laboratoires qui sont extrêmement réputés, très bien classés au niveau international. Vous êtes finalement à l'interface de ce que la recherche fait de mieux aujourd'hui et de l'ambition et de la stratégie pour la psychiatrie de demain. Alors donc c'est vrai que l'université Paris-Cité est une grande université. Nous avons 3 facultés, la faculté des sciences, la faculté de santé et la faculté société et humanité. Et 113 unités de recherche, des unités de recherche propres ou des unités de recherche mixtes avec les ENR qui sont le CERM et le CNRS. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement vaste. On a plus de 40 sites différents, donc ça couvre... Tout ça dans Paris ou alors, c'est proche? dans Paris, c'est extramuros, c'est même dans les dom-toms. Okay. Et puis nous avons aussi une association avec l'Institut Pasteur qui est très importante pour ces sujets-là. Donc au sein de ces 113 unités de recherche, on avait regardé, on a à peu près une quinzaine d'unités qui travaillent autour de ces sujets dédiés à la santé mentale. Et ça, dans les 3 facultés. C'est-à-dire que même en société et humanité, il y a des gens qui travaillent sur la santé mentale. Et donc l'an dernier, nous avons lancé un appel d'offres qui nous a permis de financer un projet stratégique, qui est un projet d'envergure interdisciplinaire, qui s'appelle Métabobrain et qui est dirigé en fait par le professeur Thierry Galli, qui est aussi le directeur de l'Institut de psychiatrie et de neurosciences de Paris, qui est adossé à l'hôpital Sainte-Anne. Et donc, dans ce projet, il y a plus de 90 chercheurs qui vont travailler sur les liens entre le corps et le cerveau. Et donc, nous, on pense que ça va être extrêmement important en termes de retombées. Il y a aussi un institut hospitalo-universitaire. Donc, l'Université Paris-Cité abrite 4 instituts hospitalo-universitaires. Les IHU qui sont les fameuses IHU, dont très prestigieux là aussi. Voilà, dont l'Institut Imagine que tout le monde connaît aujourd'hui et qui est dédié aux maladies. Un des premiers d'ailleurs, c'était un des premiers, exactement. Et nous avons maintenant un IHU qui est l'Institut ICE, qui est l'Institut du cerveau des enfants et qui est adossé, lui, à l'hôpital Robert Debré. Et il y a des équipes de Pasteur et des équipes du PCT qui y travaillent. Et donc là encore, c'est un institut qui est extrêmement important pour l'université. Oui, puisqu'on a compris à quel point l'enfant, avant et après la naissance, jusqu'à 25 ans, si on regarde l'évolution du cerveau, c'était un sujet extrêmement important, préoccupant. C'est là que beaucoup de choses se déterminaient. Donc vous travaillez un petit peu avec cet institut? Absolument, j'ai eu la chance d'en faire partie dans le Work Package préclinique. Oui. Et je dirais que pour reprendre ce que vous disiez sur le cancer, ce qui est vraiment unique dans ce que nous procure l'IHU, c'est cette proximité entre chercheurs, cliniciens, et puis aussi d'être en contact aussi avec des patients, des associations de patients qui nous permettent aussi de mieux comprendre les problématiques. Et juste pour citer, je trouve que c'est une jolie histoire, j'ai connu Boris Chaumette lorsqu'il est venu faire quelques expériences pour justement regarder des marqueurs épigénétiques
de prédiction de schizophrénie justement chez des jeunes patients qui n'avaient vu aucun traitement pour le moment. Et ça, voilà, ça fait un boule de neige. Et puis bien sûr avec l'unité neurodhydro de Robert Debré avec qui nous travaillons. Donc je pense que c'est vraiment très important cette proximité. Et ce travail collaboratif extrêmement important et intense que vous menez les uns avec les autres. Là aussi, l'Université Paris-Cité, c'est une préfiguration, c'est-à-dire seulement 5 ans. Et vous voyez le nombre de chercheurs, de cliniciens qui sont agrégés dans cette université. C'est presque un pilote. Ah oui, mais je pense que c'est au-delà de ça, c'est le vaisseau amiral de la recherche en santé pour la France. C'est 10% des futurs professionnels de santé sont formés ici. À l'Université Paris-Cité. Donc c'est colossal. C'est énorme. Ouais. Et on a la chance dans notre université d'être à la pointe pour tous les grands programmes d'investissement en psychiatrie. Ce qu'on appelle les investissements France 2030. Donc c'est l'IHU Robert Debré du cerveau de l'enfant. C'est le biocluster Brain and Mind, qui est justement ce travail de comment on fait sortir la recherche des laboratoires vers de l'innovation. Et le PEP ARPROPSY, qui est sur la psychiatrie de précision. Donc tous ces grands programmes-là, aujourd'hui, l'université est représentée. Alors justement, puisqu'on parle d'étudiants, de l'université, de ces grands programmes où l'université est représentée et des futurs professionnels, on a ici des futurs professionnels, alors plutôt en psychologie, des thésards qui travaillent sur des sujets aussi fondamentaux que les vôtres, Valérie, notamment en neurosciences ou en épigénétique, quelques communicants qui vont peut-être aider demain à mieux comprendre et mieux transmettre des messages tels qu'on essaye de faire dans cette émission auprès du grand public. Est-ce que vous avez, c'est la fin bientôt dans quelques minutes de cette émission, est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités, les uns ou les autres? Alors Mathieu, tu es étudiant en épigénétique et tu as une question pour nos invités. Exactement, donc ma question c'était plutôt notamment peut-être pour Monsieur Schumett. Quand vous avez parlé notamment de l'augmentation du nombre de diagnostics en schizophrénie ou dans les maladies mentales, est-ce que cette augmentation du nombre de diagnostics il est plutôt lié à l'augmentation du nombre de personnes qui vont consulter, avec notamment peut-être la baisse des tabous, notamment des populations plus jeunes, ou est-ce qu'il y a vraiment une augmentation des risques en eux-mêmes qui pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'on a une augmentation des personnes qui sont diagnostiquées? Ça dépend vraiment des maladies. Une augmentation par exemple du diagnostic d'autisme aujourd'hui parce qu'on a changé les critères et parce qu'on diagnostique mieux les enfants qui sont concernés. Il n'y a pas tellement d'augmentation sur la schizophrénie, on reste à peu près autour de 1%, trouble bipolaire 2-3%. Là aussi, on a changé les critères, donc il y a une petite augmentation, mais maintenant c'est à peu près stable. Par contre, là où il y a une augmentation, c'est sur les phénomènes de dépression et d'anxiété. Notamment, ça avait commencé un petit peu, mais notamment post-Covid. Et là, ça répond tout à fait à la question génétique, environnement inné acquis. On n'a pas changé sa génétique en quelques générations. Ça prend beaucoup plus de temps. Donc ça veut dire que l'environnement joue un rôle là-dessus. Et ça, c'est important de bien comprendre qu'on a peut-être des prédispositions, peut-être qu'on ne développera jamais de troubles psychiatriques, mais qu'en réaction à une société qui ne va pas bien, une société qui change, un environnement défavorable, on peut déclencher des troubles psychiatriques. On peut augmenter la fréquence des troubles psychiatriques dans une population juste par l'effet sur l'environnement. Nous avons une question aussi de Madeleine, étudiante en psychologie. Oui, je suis en Master 1 de psychopathologie clinique psychanalytique. Et ma question, moi, c'était plus du coup sur l'aspect des psychothérapies. Ça a été brièvement évoqué. Et je voulais savoir ce qui était au niveau de l'université, ce que proposait l'université dans cet accompagnement, notamment là du trouble bipolaire par exemple, ou de la schizophrénie. Qu'est-ce qui est proposé par l'université dans cette phase d'après-Covid, où il y a toujours des conséquences psychologiques sur... Pour les étudiants, donc. Pour les étudiants, oui, surtout. Anne-Paul, peut-être? Alors, donc ce que je sais, c'est que ça a été discuté, je pense, dans la précédente, émission, donc oui. Tu pourras regarder. En fait, il y a quand même un centre de médecine auprès des étudiants et effectivement de l'accueil et des soutiens qui sont possibles. Et je crois aussi que nous avons des étudiants sentinelles qui sont là pour aider les étudiants qui sont en difficulté à aller trouver les personnes pour les aider. Donc oui, bien sûr, l'université est là pour aider les étudiants qui sont en souffrance. Pour nous, c'est hyper important parce qu'en fait, il y a quand même des chiffres qui sont très élevés. Là, on dit qu'il y a un quart des étudiants qui sont dépressifs. Et donc, c'est une vraie préoccupation pour notre université. Et bien sûr, il y a ce qu'il faut, mais il faut se rapprocher des professionnels et il faut les trouver. Et vous allez... donc, c'est tout à fait possible de les identifier. Merci beaucoup.
si je puis me permettre, Oui. les enseignants-chercheurs sont également très sensibilisés à ça et sont aussi capables d'orienter les étudiants. C'est bien, c'est important. Oui. Eh bien, merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. Boris Chaumette qui nous accompagne sur la coordination de toutes ces émissions, donc Anne-Paul Roqueplot, Xavier Declève et Valérie Lallemand-Mesguer. Merci infiniment de votre participation. Merci aux étudiants qui nous ont accompagnés. Merci aussi à toute l'équipe qui a participé à la préparation de cette émission, la direction de la communication de Paris Cité, Gwenel Solignac et Cécile Drey, l'équipe technique, toute l'équipe technique, en particulier Samia Seri. Et merci à James Bowers qui m'a aidé à préparer cette émission. Alors le mois prochain, avec vous Boris et d'autres invités, nous parlerons de questions liées plutôt à nos ressentis, à ce qui est plus du domaine des traumatismes, à l'apport finalement que peuvent avoir les sciences sociales. Donc on va passer du très biologique aux sciences sociales pour continuer nos réflexions sur la santé mentale. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.